Monsieur le maire, cher François, mesdames, messieurs, je reviens donc vers la capitale du monde, pour parler du monde. Je suis tout à fait heureux de retrouver Pascal Boniface qui organise déjà depuis plusieurs années ces rencontres ici à Dijon. Et s'il y avait une justification à leur organisation, c'est précisément parce que l'état de la planète justifie que nous en soyons informés, je pense ici aux plus jeunes, et que nous en sommes suffisamment préoccupés pour les plus anciens pour nous mettre dans la situation de prendre, pour ceux qui ont des décisions, des responsabilités, et pour ceux qui sont spectateurs, de ne pas être simplement victimes des émotions et de traiter ces sujets avec l'esprit de raison. Nous avons, depuis une dizaine d'années, vécu une succession de crises comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale nous n'en avions traversé. Une crise économique et financière en 2008-2009, qui s'est prolongée longtemps avec, hélas, le chômage comme résultante. Puis ensuite, une crise terroriste qui a frappé notre pays, mais pas seulement notre pays, à partir de conflits qui étaient nés au Proche et au Moyen-Orient, car le terrorisme s'alimente toujours des désarrois et des guerres qui peuvent se situer loin de nos frontières. Puis ensuite, nous avons connu une crise humanitaire avec des millions de réfugiés qui sont venus en Europe et ailleurs pour se sauver des situations qu'ils vivaient. Puis enfin, une crise sanitaire qui a arrêté l'économie du monde et qui a laissé penser que nous pourrions à un moment ne plus vivre dans les mêmes conditions que précédemment. Et nous nous sommes retrouvés dans une vulnérabilité que nul n'avait imaginée. Et puis enfin, il y a toujours cette crise climatique dont on voit pas simplement ici, mais partout les effets. S'ajoute maintenant une crise sécuritaire. Des guerres, des conflits, il y en a toujours eu, et depuis 80 ans que la Seconde Guerre mondiale avait cessé, il y a eu un certain nombre de conflits et de guerres qu'on appelait périphériques, qui certes intéressaient les grandes puissances, qui parfois d'ailleurs elles-mêmes pouvaient être partie prenante. Souvenons-nous de la guerre en Irak. Mais cette fois-ci, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis plus récemment ce qui se passe en Israël et Palestine, ce sont des guerres dont on voit bien qu'elles pourraient avoir des conséquences bien plus lourdes. Ukraine-Russie, même si Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire pour nous impressionner, il reste que c'est une puissance effectivement dotée de missiles nucléaires qui a envahi un pays voisin et qui a toujours la crainte qu'une escalade puisse dégénérer en déflagration mondiale. D'où l'inquiétude et la question de savoir jusqu'où ce conflit peut durer ou jusqu'à quand et jusqu'où il peut aller, c'est-à-dire même au-delà de l'Ukraine. Avec la guerre qui s'est produite et qui couvait l'attentat horrible qui s'est produit en Israël, la réponse du gouvernement avec les bombardements et l'intervention terrestre, là aussi, le risque, au-delà de ce que nous éprouvons et ce que nous avons comme compassion à l'égard des populations concernées, le risque, c'est l'embrasement de la région, avec un pays, Israël, qui est doté sans doute d'armements puissants, mais avec des voisins, l'Iran, euh, avec aussi ses démembrements, le Hezbollah, au Liban, sans compter les pays du Golfe, et aussi la présence des grandes puissances, les Américains qui ont dépêché des porte-avions, Vladimir Poutine qui se satisfait toujours des conflits qui peuvent lui permettre d'occulter ce qui se passe en Ukraine, et la Chine
qui n'est pas insensible à ce qui peut être une nouvelle crise qui peut affaiblir le monde occidental. Nous sommes donc devant des épreuves qui, à l'évidence, peuvent diviser le monde. Le monde est divisé. Nous avions, dans ma génération, connu la guerre froide. La guerre froide, c'était deux blocs opposés sur le plan idéologique, le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre, opposés parce que deux grandes puissances se faisaient face, les États-Unis et l'Union soviétique. Mais la guerre froide, même si elle pouvait être un équilibre de la terreur, avait néanmoins préservé la planète de la guerre chaude. Et ensuite, il y avait eu une multipolarité du monde avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, nous venons de revoir un schéma qui est sans doute très différent du passé, mais de deux blocs qui se sont constitués. Le bloc des démocraties, celles qui soutiennent l'Ukraine, les États-Unis, l'Europe, une partie du continent américain, l'Océanie, bref, les démocraties d'un côté et les autocraties de l'autre, Russie, Chine, Iran et même Corée du Nord, enfin tout pays qui peut voir dans les démocraties un risque, une menace pour leurs propres équilibres. Il se trouve que ce qui s'est constitué, essentiel et sans doute de nouveau, c'est une alliance entre la Russie et la Chine comme nous ne l'avions jamais connue. Une alliance qui n'a pas d'ailleurs vécu de vicissitudes depuis 10 ans, et même sur le conflit en Ukraine, la Chine a tenu bon et a continué de soutenir la Russie avec les formes qui lui appartiennent. Mais il y a là une alliance qui est constituée essentiellement pour défier l'ordre jusque-là international qui avait été celui dominé par les puissances démocratiques et aussi dans une espèce de détestation de ce que sont les démocraties. Et si on ajoute Vladimir Poutine, dans son esprit toujours très particulier, il y a l'idée que le monde est conduit par des idéologies décadentes et notamment le monde occidental qui tolère toutes les libertés et autorise tous les déclassements. Et il y a donc cette confrontation qui est à l'échelle maintenant de la planète et qui voudrait obliger les autres États du monde de s'aligner sur l'un ou l'autre bloc. La deuxième réalité, et c'est celle qu'il faut rencontrer, c'est qu'il y a maintenant un Sud qui ne veut pas forcément participer de cette division, ou en tout cas qui souhaite, peut-être à cause de cette division, prendre sa part dans l'organisation du monde, à la fois sur le plan économique, de pouvoir avoir eux aussi, ces pays, droit au développement, ce qui quelquefois peut les mettre en contradiction avec nos objectifs climatiques, d'avoir sur le plan commercial quelques facilités, de pouvoir être dans les institutions internationales, notamment à l'ONU, beaucoup plus présent, et puis d'avoir aussi sur le plan monétaire le droit de pouvoir ne pas dépendre du dollar, par exemple. Ces pays se sont constitués dans des ensembles, ça a été les BRICS, qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, mais se sont élargis. Ils ont des contradictions entre eux, entre l'Inde et la Chine, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a des différences qui ne sont pas de degré, qui sont de nature. Mais il n'empêche que ces pays-là entendent jouer maintenant un rôle qui est un rôle de puissance majeure, avec la montée d'un certain nombre d'empires ou de résurgence démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes suffisamment attentif à ce que nous soyons associés aux grandes décisions du monde, même si vous nous avez donné quelques strapontins au G20? Est-ce que nous sommes véritablement représentés comme il convient au Conseil de sécurité des Nations Unies? Bref, il y a ce Sud qui représente d'ailleurs l'essentiel de la
population qui aspire à prendre sa place. Et puis, si je veux ajouter aux données nouvelles qui peuvent nous concerner directement, il y a un conflit civilisationnel autour de l'islam, avec plusieurs pays qui se réclament de l'islam, avec des formes différentes. L'Iran souhaitant constituer une forme d'empire chiite, l'Arabie saoudite pour le sunnisme, et puis aussi la Turquie qui entend aussi prendre sa place, et avec des conséquences aussi sur nos propres sociétés, compte tenu de ce que représente l'islam à travers le monde. J'ajoute la stabilité africaine, parce que depuis maintenant plusieurs décennies, l'Afrique, dont on pensait qu'elle était le continent d'avenir, elle est le continent d'avenir compte tenu de sa population, subit un certain nombre de catastrophes ou de crises, que ce soit à travers la montée du djihadisme en Afrique de l'Ouest ou de l'instabilité dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est, la désertification, les catastrophes naturelles, la pauvreté et donc les courants migratoires. Courants migratoires qui entraînent dans nos sociétés démocratiques un certain nombre aussi de bouleversements. La montée du populisme, de l'extrémisme, n'a pas beaucoup d'autres origines que cette relation affolée, inquiète à l'égard d'une immigration qui serait mal maîtrisée ou de courants qui viendraient à la suite de drames en Afrique ou ailleurs ou au Moyen-Orient changer l'équilibre de nos populations, la nature même de nos sociétés. La montée du populisme, on la voit depuis plus de 10 ans, toucher des pays qui jusqu'à présent en étaient, disons, abrités. Déjà, les États-Unis, avec l'élection de Trump, c'était un signal puissant de ce que peut représenter un populisme institutionnel. Populisme qui va jusqu'à remettre en cause les institutions américaines, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire même des États-Unis. Mais un populisme aussi que l'on trouve dans des pays qui jusqu'à présent étaient des modèles de la social-démocratie, la Suède notamment, ou des pays qui avaient connu des idéologies particulièrement funestes, où une première ministre italienne vient du néofascisme, et où en Allemagne, un courant qui n'est pas néo-nazi, mais enfin qui emprunte quelquefois à cette triste réalité et qui représente aujourd'hui entre 20 et 25% de la population en Allemagne. Je ne vais pas parler de la France, où nous sommes habitués depuis maintenant près de 40 ans à avoir un populisme qui est à un niveau très élevé. Ce qui est intéressant avec le populisme, pour rester sur le sujet, c'est qu'il est souvent une forme de pacifisme qui ne dit pas son nom, mais qui, sur chaque conflit, considère que la France n'aurait pas à s'en préoccuper. Que la seule réponse au désordre du monde, c'est de s'abriter, c'est de se protéger, c'est de s'enfermer dans des frontières européennes au mieux, nationales toujours, pour ne pas être touché par ce qui vient de l'extérieur. Or, comme il a été dit, tout événement qui vient de l'extérieur, toute catastrophe, aussi bien politique que sécuritaire, qui vient de l'extérieur, nous touche à un moment ou à un autre. Quand les Européens ne voulaient pas voir ce qui se passait en Syrie en 2012-2013, en considérant que c'était une affaire qui intéressait d'abord le monde arabe et qu'il fallait les laisser faire, eh bien, ça a donné lieu au terrorisme et ensuite à cette vague de réfugiés. Si on ignore ce qui se passe parce qu'on se considère comme impuissant en Israël-Palestine, nous savons que nous serons à un moment ou à un autre concernés. De la même manière, même sur l'Ukraine, qu'ai-je entendu quand moi-même, président de la République, j'ai refusé de livrer des porte-hélicoptères à Vladimir Poutine, en disant que je trahissais la parole de la France, qu'on ne vendrait plus d'armes, que nous aurions une longue fâcherie, ce qui était vrai, avec la Russie. Mais devait-on fournir des armes à un pays qui était déjà belligérant? Eh bien, les populistes considéraient que nous n'avions à prendre aucun parti
Et quand on dit aucun parti, ça voulait dire qu'ils étaient du côté de Vladimir Poutine. Donc nous sommes dans cette situation où le monde, effectivement, est bouleversé, où il est profondément divisé, où il y a une partie du monde qui veut prendre ses responsabilités, où il y a des suites de crises qui affectent nos démocraties. Et nous devons nous poser cette seule question, nos démocraties sont-elles assez solides, robustes, pour à la fois assumer un rôle international et aussi éviter d'être mises en cause par des ordres intérieurs ou des contestations intérieures. Quelques mots pour finir sur la suite. Le conflit ukrainien est promis à durer jusqu'à quand? Pour Vladimir Poutine, le temps n'a pas la même valeur que celle que nous lui accordons. La grande différence entre une démocratie et une autocratie, c'est celui qui dirige, ou celle qui dirige, c'est rare celle, mais celui qui dirige une autocratie a, croit-il, tout le temps devant lui. Et quand un dirigeant d'une autocratie rencontre un dirigeant d'une démocratie, il se pose une question, lui ou elle en a pour combien de temps? Donc cette différence d'approche fait que nous sommes toujours confrontés à des rendez-vous électoraux, pas les autocraties. Vladimir Poutine a néanmoins des élections l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que ça le tourmente autant que ça nous tourmente ici. C'est l'avantage. Il connaît déjà le résultat. Il le fabriquera lui-même. D'ailleurs, il enferme ses opposants, c'est dans le meilleur des cas, s'ils ne prennent pas l'avion. Donc, il y a là, pour Vladimir Poutine, donc l'idée que le temps peut lui être tout à fait favorable et que le conflit va s'embourber, il s'est déjà d'une certaine façon embourbé, et qu'il va y avoir une élection aux États-Unis, et du résultat de cette élection va dépendre la fin ou la prolongation du conflit en Ukraine. Si c'est Biden qui gagne, il est vraisemblable que les aides qui sont accordées aux Ukrainiens vont rester significatives, qui vont donc provoquer un maintien du conflit, pas nécessairement une victoire de l'Ukraine, mais au moins une résistance qui conduira peut-être Vladimir Poutine à un moment ou à un autre à souhaiter une négociation et les Ukrainiens de l'accepter. Si c'est Donald Trump qui gagne, il l'a dit lui-même, le conflit s'arrête en 1 heure. Pour Donald Trump, 1 heure, c'est déjà beaucoup. C'est le temps de faire plusieurs tweets. Et donc, le premier tweet qu'il enverra, c'est de dire, nous, Américains, il aura donc cette légitimité, nous ne sommes plus préoccupés par l'Ukraine. Ce qui compte, c'est le rapport avec la Chine, ce sont nos intérêts commerciaux, c'est de savoir de quels moyens budgétaires nous pouvons convenir pour aider nos alliés, peut-être même nous retirer de l'Alliance Atlantique, j'y reviendrai, mais en tout cas pour l'Ukraine, c'est une affaire d'Européens. Donc le conflit en Ukraine, il durera jusqu'aux élections américaines, et que ça nous plaise ou non, ce sont les électeurs américains qui décideront de la suite. Pour ce qui concerne l'Israël-Palestine, là on est dans une autre urgence. Il y a une situation qui est particulièrement douloureuse pour les Israéliens, douloureuse pour les Palestiniens de Gaza aujourd'hui. Comment imaginer une fin de conflit? L'écrasement? Est-ce que l'écrasement aboutira nécessairement à une stabilité et à la paix? Le maintien d'une situation où Israël peut se sentir toujours menacé pour sa sécurité et qui donc limitera la possibilité pour les Palestiniens de disposer d'un État. Donc on voit que si on veut sortir même de la situation militaire actuelle, il faut être capable, et ça vaut pour les Européens, pour les Américains, mais surtout pour les pays arabes, de proposer un plan de paix. C'est dans la guerre qu'il faut avoir l'idée de la paix, du jour d'après, pour que puisse arrêter même le conflit.
Et donc de la responsabilité des pays arabes, puisqu'ils veulent prendre un certain nombre de décisions au nom du monde, eh bien c'est à eux qui ont ignoré la question palestinienne ces dernières années, qui étaient prêts à avoir un accord avec Israël, certains l'avaient déjà passé, sans évoquer même les Palestiniens, c'est aux pays arabes de fournir une solution. À la fois par solidarité à l'égard des Palestiniens, et aussi parce que c'est leur région. Et assurer avec Israël un rapport qui permette à Israël de vivre en sécurité. Pour l'Europe, la question qui va être posée à l'Union européenne, elle est déjà posée. C'est de savoir si elle est capable d'assurer sa propre défense. Aujourd'hui, cette défense s'organise dans l'Alliance Atlantique et aucun pays européen n'imagine qu'il y aura une autre façon de concevoir sa défense en dehors de l'Alliance Atlantique. Mais est-on sûr que les Américains, surtout si Donald Trump devenait de nouveau président des États-Unis, maintiendront l'Alliance Atlantique telle qu'elle est, assureront la sécurité des Européens? Nous, Français, nous pensons que nous avons les moyens de nous défendre, de la force de dissuasion, des moyens militaires, un des principaux budgets de la défense en Europe. Mais la question sera posée à tous les autres. Veut-on, peut-on avoir une défense européenne, bien sûr en lien avec les États-Unis, quoi qu'il arrive, mais susceptible de nous assurer une protection et une sécurité contre toutes sortes de menaces. Et ça sera sans doute pour une partie des pays européens une vraie responsabilité et un vrai changement d'horizon, car ils ne s'étaient jamais posé cette question tant ils étaient sûrs du bouclier américain. Il se trouve que Donald Trump déjà avait évoqué une évolution de l'Alliance Atlantique. Donc il y aura nécessairement des efforts de défense à accomplir, une coordination des industries de défense, une mise en commun d'un certain nombre de moyens. Ça, ce sera sûrement un des enjeux des prochaines élections européennes. Et quant à la France, a-t-elle encore, et je terminerai là-dessus, a-t-elle encore un rôle à jouer? Quelle est sa place? Comme président de la République, j'étais conscient de ce que la France pouvait représenter. Peut-être plus que les Français ne l'imaginent eux-mêmes, qui ont toujours tendance, les Français, à se diminuer à l'intérieur pour se grandir quelquefois exagérément vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons une place parce que nous avons une histoire, parce que nous avons une culture, parce que nous avons des principes, parce que nous incarnons des valeurs, et parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits, en tout cas sous la Ve République, pour mener des politiques. Nous devons être fidèles à nos alliances. Donc à l'Alliance Atlantique, aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus. Il y en a eu longtemps en France. Il n'y a plus de débat. Nous devons être avec nos partenaires, ceux qui le voudront, États-Unis et pays européens et d'autres s'ils veulent s'associer. Nous devons être fidèles à nos alliances. Mais nous devons aussi ne pas être alignés, avoir une politique extérieure. En Afrique, convenons que depuis quelques années, il y a un retrait qui est fâcheux, qui est sans doute dû à des opérations extérieures, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui ont duré trop longtemps, dû à des comportements aussi qui ont pu heurter. Mais notre lien, il est avec le continent africain. Quand j'ai décidé d'intervenir au Mali, ou de faire intervenir plus exactement les forces françaises au Mali, ce n'était pas dans mon programme. Je l'ai fait parce que les Africains me l'ont demandé. Parce qu'il y avait un danger pour la stabilité des pays de la zone Sahel, et pas simplement de la zone Sahel, de toute l'Afrique de l'Ouest, si les djihadistes arrivaient à Bamako. Nous ne venions pas prendre des matières premières, on ne venait pas chercher des avantages commerciaux. Donc nous l'avons fait par esprit de solidarité, puis aussi par reconnaissance de ce que les Africains eux-mêmes avaient pu faire lors des 2 conflits mondiaux pour venir en soutien et en aide. Après, cette intervention, je l'ai dit, a duré trop longtemps. Il va falloir reprendre le lien avec l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de la France et de l'Europe, et parce que nous sommes tournés vers le continent africain, compte tenu aussi des populations qui vivent sur notre propre sol. Sur la question du Moyen-Orient, nous avons aussi une ligne de conduite
C'est la France qui a toujours été sur la solution des deux États et qui doit continuer à la brandir, non pas comme un slogan qui ne rimerait à rien, on connaît les difficultés, mais pour travailler avec les pays arabes, justement pour que nous puissions, au lendemain de ce que sera la fin de la guerre, espérons-le, il puisse y avoir une situation différente de celle du début de la guerre. C'est terrible de se dire ça. Mais la guerre, elle accélère toujours un certain nombre de décisions. Et là, il conviendra d'en finir avec la colonisation, de donner enfin aux Palestiniens un État et d'assurer la sécurité pour les Israéliens. Enfin, dans le rapport avec la Chine et la Russie, je crois qu'il faut se donner tous les moyens d'être compris. Avec la Russie, je reviendrai peut-être dans le débat, seul le rapport de force compte, seule la fermeté compte, seule la clarté dans nos positions compte. Vous ne pouvez pas séduire Vladimir Poutine. En tout cas, moi, je n'y suis pas parvenu et je n'ai jamais tenté. Et j'ai toujours pensé que ce n'était pas la bonne approche. Il faut marquer de la fermeté. C'est comme ça qu'on a pu l'arrêter en 2014. Avec la Chine, il faut faire comprendre à la Chine qu'en avis, il a déjà intégré qu'elle a beaucoup à perdre dans cette division du monde et dans son lien étroit avec la Russie. Parce qu'il y a une grande différence entre la Russie et la Chine, c'est que la Russie a une économie relativement modeste, 10 fois moins que l'économie chinoise. Et que la Chine, elle prétend être demain la première puissance économique du monde. Et s'il y a un conflit, imaginons Taïwan, ou même une tension internationale, c'est déjà le cas aujourd'hui, la Chine connaît à ce moment-là une croissance beaucoup plus faible, un chômage beaucoup plus élevé, et donc des tensions intérieures beaucoup plus grandes. C'est ce qui explique la rencontre récente entre Xi Jinping et Biden. Et même si Biden a traité Xi Jinping de dictateur, ça n'a pas empêché la continuité de la discussion. Ça n'a pas dû, à mon avis, choquer outre mesure Xi Jinping, mais ça fait pas plaisir quand même. Et donc, il y a un principe de nécessité pour la Chine. Elle ne peut pas perdre son statut de grande puissance économique. Donc, on peut jouer là-dessus, à condition de le faire avec les Européens. Et c'est le dernier point. La France, elle peut peser par elle-même, mais elle doit aussi peser avec l'Europe. Mais avec l'Europe, ça suppose d'avoir des rapports étroits avec l'Allemagne. Et quand il y a une relation forte entre la France et l'Allemagne, même si on a des contradictions sur l'énergie, sur le militaire, même sur le commerce, il faut essayer de les résoudre. Parce que c'est ensemble que nous pouvons peser en Europe et hors de l'Europe. Enfin, il faut défendre les droits de la personne humaine. Ça fait partie de ce que la France a toujours porté. Et quand ça touche en plus un de nos compatriotes qui est retenu, euh, qui est retenu dans un pays dont nous avons un moment espéré, et je l'avais moi-même espéré, qu'il puisse s'ouvrir. C'est la raison pour laquelle nous avions conclu avec l'Iran et les pays qui étaient concernés un accord pour que l'Iran n'accède jamais à l'arme nucléaire, ce que l'Iran était prêt à consentir. Du fait que Donald Trump a déchiré cet accord, a raidi l'Iran, l'a renfermé sur elle-même, et donc nous sommes dans une situation où les liens avec l'Iran sont maintenant devenus très difficiles à établir. Mais nous devons parler à chaque fois des droits de la personne humaine. Et aujourd'hui, je m'associe à l'appel qui a été lancé par François Rebsamen pour Louis Arnaud, ses parents sont là, avec toujours cette interrogation. Est-ce qu'il faut parler ou il faut se taire quand il y a une personne qui est retenue euh, prisonnière ou en otage? J'ai vécu comme président cette responsabilité. Des familles qui venaient me voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des portraits? Est-ce que l'on peut saisir la presse? Ou est-ce qu'on doit attendre et ne pas bouger pour ne pas donner un prix à la personne retenue? Il n'y a pas de conclusion simple. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans un excès qui ferait que ça devienne un cas qui complique la relation entre la France et l'Iran. Mais on ne peut pas oublier. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut rechercher. Voilà, quand le monde va mal, il y a toujours des conséquences sur les personnes. Il ne faut pas imaginer qu'on peut vivre hors du monde, surtout quand on est français.
Il y a des petits pays qui peuvent peut-être tenter l'aventure euh, de s'enfermer. Encore que généralement, ils essayent d'accueillir des paradis fiscaux quand ils sont trop petits. Ben nous, il faut essayer de changer le monde. Ben, c'est quand même le destin de la France. Même quand le monde va mal, il faut se mettre au travail et en pensant que ce qui est de notre responsabilité, c'est d'assurer l'avenir de l'humanité. L'humanité, c'était quand même ce qui a porté des générations et des générations à vouloir le progrès. Merci.